Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour ce nouvel épisode du devoir de tout dire et du droit de savoir avec Virginie Dornier. C'est l'épisode 6. Et ce soir, nous allons donc poursuivre le tome 2 de la sommation à faire que nous avions laissé la semaine dernière, avec notamment, on reprend à la page 82 de ce dossier de 198 pages, notamment sur le fameux schéma avec notamment les protocoles, les règlements et toutes les tentacules, on va dire, entre les lois nationales et européennes. Donc, merci de mettre un pouce, de partager l'émission et de vous abonner à la chaîne, avec notamment derrière moi des ouvrages. Vous les connaissez classiquement. Claire Sévrac avec La guerre secrète contre les peuples, Serge Monast avec l'intégrale, Le virus et le président de Claude Janvier et de Jean-Louis Ambert, l'OMS, menace pour l'humanité de Jacques Cassou et Patrick Pazin, Hold Up sur la vérité de Jean-Jacques Charbonnier. À ma droite, Claire Sévrac et Sylvie Simon, entre crime alimentaire organisé, la coupe est pleine, complot mondial contre la santé, enquête sur un virus de Philippe Aymar, et enfin franc-maçonnerie et politique de Serge Abad-Gaillardeau. Je rappelle, à titre personnel, que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Virginie Dornier et Jean-Pierre Coq, que je suis apartisan et asyndical, mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire, et je rappelle également que je suis totalement indépendant et seul à travailler à bord. Donc, autrement dit, je ne suis ni franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club, Table 700, Scientologie, Mon cul sur la commode ou encore les témoins de Jéhovah. Je n'appartiens à rien et je tiens à rester seul et indépendant. Je rappelle bien sûr que mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions. Je salue la modération également pour la modération des commentaires et je vous dis à tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Bon, je vous laisse lire, je vous laisse travailler, Nicolas. Allez. Bonsoir Virginie. Bonsoir Nicolas. Merci d'être présente pour l'épisode 6. Donc on va poursuivre ensemble dans un instant ce dossier de la sommation à faire tome 2. Rappelle-nous simplement tes liens d'intérêt pour l'épisode d'aujourd'hui et ensuite on va pouvoir débuter. Je n'ai aucun lien d'intérêt, je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne suis pas membre d'aucun groupement ni politique, ni religieux, ni quoi que ce soit. Je suis une ancienne salariée des industries du médicament, tout comme Jean-Pierre, mon mari. Donc les liens que j'ai, comme tout salarié, ce sont mes cotisations pour ma retraite. Voilà. Très bien. Mes diplômes, tout de même, tout à aussi. fait. Donc j'ai mon anti-sèche. Voilà. Voilà. Alors on va commencer de manière brute de décoffrage, sans trop de préambule. Vas-y Virginie, excuse-moi. Je suis absolument pas suicidaire. Oui, non, mais c'est important de le préciser. C'est important de préciser. Saine de corps et d'esprit, comme nous l'avons indiqué dans nos déclarations sur l'honneur, transmises en gendarmerie, etc. etc. Tout va bien pour nous. Parfait. Alors, on va poursuivre parce qu'on a encore une grosse partie du dossier à faire aujourd'hui. On va essayer de le clôturer dans cet épisode d'aujourd'hui, de ce soir, avec justement cette sommation à faire tome 2. Donc, cette fois, nous étions sur ce schéma qui a été le plus pédagogue possible entre les lois, les règlements de l'Union européenne, etc. Donc, je rappelle le titre de ce tome 2, ce sont les blessures et crimes de guerre à la haute trahison. Des blessures et crimes de guerre à la haute trahison. Donc, nous avions vu précédemment quelques éléments de ce dossier. Et là, on va poursuivre notamment avec les fameux effets indésirables des vaccins contre la Covid-19. Donc, je te laisse rebondir. Peux-tu, s'il te plaît, remettre à l'écran le schéma que je me suis prise la tête pour le faire le plus pédagogiquement possible. Alors, juste un rappel,
Mon anti-sèche, la différence entre directive européenne et un règlement européen, parce que vous avez différents textes juridiques au niveau de l'Union européenne. La directive européenne, c'est un acte juridique de l'Union européenne. La directive est proposée par la Commission européenne, adoptée par le Conseil de l'UE, avec ou sans le Parlement européen. Elle s'applique, elle doit être transposée en droit de chaque pays concerné de l'Union européenne. Donc, par exemple, la directive européenne qui donne le statut, les droits et les devoirs des lanceurs d'alerte et de la protection a été transposée en 2022 avec la loi dite de renfort Wasserman, par exemple. Je ne vais pas redonner les numéros des textes, mais bon, c'est ça. Et le règlement européen n'a pas besoin d'être transposé en droit de chaque État membre de l'Union européenne. Le règlement peut être appliqué directement. En moyenne, la directive européenne met 3 ans pour être appliquée, transposée dans le droit de chaque pays de l'Union européenne. Donc ce schéma-là, ça reprend tout ce qui est dans le tome 1 d'un point de vue texte de droit entre l'Union européenne et la France sur le volet militarisé versus Covid. Parce c'est bien sur le Covid-19 que l'on est. Donc, on est parti de la directive déléguée qui date de 2021. Ensuite, vous avez un règlement européen, c'est la flèche verte, qui dresse tout ce qui est en lien avec le commerce, la fabrication, la commercialisation donc, des produits dits vaccins. En 31 mai, vous avez la flèche violette qui est la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Donc, mai 2021, ça c'est en France, c'est les passes sanitaires. C'est l'articulation entre l'Europe et la France. C'est important parce que là, vous avez tous les suspendus et toutes les personnes qui ont été vaccinées par les armes bio. Ensuite, pendant l'été, le 5 août, vous avez la flèche bleu ciel. C'est la loi dite du 5 août relative à la gestion de la crise sanitaire. Je rappelle le discours d'Emmanuel Macron le 16 mars 2020. Seul le prononcé fait foi. Donc, quand le chef de guerre énonce à plusieurs reprises que la population française ou le peuple de France est en guerre contre un ennemi invisible, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Nous ne sommes pas en crise, nous sommes en guerre. Ensuite, il y a différentes articulations qui donnent des précisions et tous les textes sur l'écran sont ouvrables puisque ce sont des liens actifs. Et page suivante, c'est le résumé en fait pour que vous puissiez intégrer ce qu'il en est réellement. Puis-je le lire, Nicolas? Rapidou. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, il est difficile de défendre la thèse des effets indésirables des vaccins contre la Covid-19. Je rappelle au préalable que nous nous sommes basés sur le rapport provisoire de l'OPESC qui avait été initié par des pétitionnaires, qui a été capté et modifié par les institutions. Donc nous, on s'est basé sur ce rapport provisoire et c'est pour ça que ce sont les seuls dossiers spécifiques Covid. Alors, premier point, le règlement d'exécution. Alors, je vous les lis. Ils sont consultables. Le règlement d'exécution de l'Union européenne 2021/1728, dont l'objet est exclusivement lié aux contrats commerciaux passés avec les laboratoires fournissant les cellules souches du SARS-CoV-2 et les vaccins anti-Covid-19, rectifie le règlement strictement axé sur les biens à double usage. Donc, c'est le règlement de l'Union européenne 2021/821. Rien que ça. C'est-à-dire que le règlement signé par Ursula von der Leyen a modifié un règlement qui dresse la liste de tout ce qui peut servir comme arsenal militaire. On s'arrête là, on a fini l'émission, Nicolas. Est-ce que vous entendez de l'autre côté, dans votre salon, ce que cela signifie? Quand on disait que la codification TARIC qu'on avait vu dans le tome 1, cellules vivantes SARS-CoV-2 de la famille du SARS, les produits dits vaccins contre la Covid, les autres médicaments, tout ça, ça a basculé dans le militarisable, dans le militarisé, dans l'armement.
Donc nous, depuis 2022, on défend nos dossiers parce qu'on les a transmis aux autorités justement pour requalifier non pas ce qui est présenté comme des effets indésirables liés aux injections, mais comme des blessures de guerre pouvant entraîner la mort. Voilà. Ensuite, au niveau national, tout a été mis en place pour organiser des campagnes massives de vaccination. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a énormément de choses que je pourrais te donner comme information en lien avec le non-respect du réglementaire lié à l'industrie pharmaceutique, au sens large. Donc ensuite, vous avez tout un descriptif du schéma et la conséquence, j'y vais. Le SARS-CoV-2 entre dans la catégorie armes biologiques à double usage. Je répète, le SARS-CoV-2 entre dans la catégorie armes biologiques à double usage. Autrement dit, grosso modo, tout était orchestré. Le but, c'est de nous dépeupler. Et donc, de toute manière, au lieu de, j'allais dire, de réfléchir et de se poser des questions sur la composition de ces injections, on sait que, de toute manière, ça a été fabriqué de telle manière à nous détruire de près ou de loin. Donc, tous ceux qui ont été injectés ont été des cobayes de facto, et surtout ceux qui ont eu la chance d'avoir des placebos, mais ils ne sont pas forcément très nombreux, mais à partir du moment où c'est une arme biologique à double usage, eh bien il y a une volonté voilà, d'entrer en guerre directement contre le peuple, de ses enfants jusqu'à ses seniors. Des fœtus, des embryons. Donc alors, un mot, peau de banane, qu'il faut mettre de côté. Classement vertical, cobaye. Il n'y a pas de cobaye. Quand une arme est active, il n'y a plus de cobayes, il y a juste des cibles. Je rappelle que en terminologie militaire, les quatre phases de vie d'une arme, c'est la ritualisation, l'expérimentation, l'institutionnalisation et la satirisation. Donc, quand on parle d'expérimental, de projets expérimentaux, c'est en termes militaires qu'il faut l'aborder, pas en termes médicaux ni pharmaceutiques. C'est la sémantique qui est bifide, hybride. Donc ensuite, on va expliquer dans le reste du tome les différentes catégories d'armes biologiques, par exemple. Donc on s'est basé sur des sites officiels internationaux, dont l'UNODA, qui est une branche de l'ONU. Donc ça ne sort pas du chapeau, c'est tout le reste en fait de ce tome 2 vous donne les textes qui peuvent vous permettre de comprendre ce qu'est une arme biologique, une arme technologique, une arme de destruction massive fait intéressant, quand il y a des fabrications, élaborations de ce type d'armement, parallèlement, de façon consensuelle, les neutralisateurs ou les antidotes sont fabriqués. Un peu comme un Bill Gates qui crée des virus et qui crée des antivirus. Absolument. On crée le problème, on apporte la solution et on passe pour un sauveur de l'humanité. Il y a un côté triangle de Karpman dans cette histoire, et puis un peu une thèse à la Chomsky aussi, où voilà, le chaos est apporté, on gouverne par le chaos, on trouve des remèdes comme par magie au chaos, sauf que ceux qui ont créé les problèmes essayent de les résoudre alors qu'ils sont à l'origine du problème, donc ils ne peuvent pas les résoudre, puisque sinon ils n'auraient pas créé de problème. Ça paraît évident. C'est ce que Einstein disait. Ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre. C'est pour ça que la classe politique actuelle ne résoudra aucun problème, puisqu'elle en fait partie. Mais voilà. Il faut partir du principe que le seul objectif, c'est de leur nouvel ordre mondial, qui est une refonte totale de notre monde. Donc, lorsqu'ils créent des antidotes ou des neutralisateurs, ce n'est pas spécifiquement de façon philanthropique ou commerciale, c'est probablement pour essayer de même ne pas être impacté par les effets délétères de
de tout ce qui est mis en place. Il faut bien comprendre que c'est multivectoriel. Alors, il y a effectivement l'injection, mais il y a tout l'environnement qui fait que de génération en génération, nous sommes bien plus fragiles que nos anciens. Mais ça a été dans d'autres dossiers. Parce que tout a été fait pour aussi, entre l'alimentation, la pollution, comment dire, la régression de la santé, parce qu'on nous parle de progrès de la santé, mais les gens semblent vivre plus vieux, soi-disant, qu'avant, mais dans quel état? Donc voilà, il y a en fait, sous le paravent du progrès et de, soi-disant, l'évolution, en fait, on vit de manière de plus en plus précaire, sauf une certaine classe élitiste qui, bien sûr, s'organise pour ne pas sombrer comme la classe moyenne. Bah, cela, j'y pense même pas. Mon seul objectif et celui partagé par Jean-Pierre, c'est l'intérêt général. Les élites, à un moment donné, ils se feront bouffer par Alors, je t'ai pas encore posé cette question à toi, mais tu es plutôt côté Pasteur ou côté Béchamp, alors? Alors, je trouve que les recherches de Béchamp sont très, très pertinentes. Donc, je n'ai pas lu, je regarde les émissions, je trouve ça très pertinente. Et je pense que la sagesse veut que quand on a travaillé dans l'industrie pharmaceutique, rester dogmatique sur Pasteur, déjà, c'est aller dans le mur. Donc, à partir du moment où je considère que le vaccin, puisque maintenant le terme vaccin est intégré à la directive européenne qui dresse l'arsenal européen, le terme vaccin ayant été intégré directement dans cette directive, ce sont tous les vaccins qui, pour moi, désormais, sont des armes, que ce soit santé animale, santé humaine. Donc, je ne me pose même plus la question de Pasteur, pas Pasteur. La réalité, c'est vaccin, est-ce que c'est une arme, oui ou non? Pour moi, c'est clair. Tous les vaccins sont des armes. Donc, Pasteur, je pense que c'est effectivement un imposteur. Mais il y a toute la descendante après, c'est qui dit Pasteur dit les facs de médecine, les facs de pharmacie. Donc, il n'est pas tout seul dans son monde. Donc, je trouve que c'est intéressant d'aller voir sur Béchamp. Bien sûr. On soit d'accord ou pas. Je renvoie d'ailleurs à l'émission faite en 2025. C'était le 9 octobre, puisqu'on a fait un hommage à Béchamp, qui était né le 16 octobre 1822, si je ne dis pas de bêtises, et donc était plus âgé que Béchamp. Plus âgé que Pasteur, pardon, je parle là d'Antoine Béchamp, et qui est mort à 92 ans, par là, je crois, en 1904. 1904 par là, donc il était de 1812. Et en fait, Pasteur avait cette particularité, c'est qu'il était subventionné par l'entourage de Napoléon III, il avait plagié les travaux de Béchamp, et puis il avait du mal à se remettre en question, c'est-à-dire qu'il était persuadé d'avoir raison. Béchamp, lui, travaillait pour l'intérêt général dans son coin, notamment avec les microzymas, entre autres, et c'est quelqu'un qui n'a jamais été carriériste et à la recherche du profit. Et c'est ça aussi qui était très intéressant, au-delà des recherches qu'il a pu faire. Alors, juste pour appuyer sur les travaux de Béchamp, science de la nature égale science de l'observation. Béchamp considère que... c'est quoi déjà? Vas-y, Béchamp. C'est l'environnement, c'est ça? Béchamp, oui, c'est le terrain. Et en fait, c'est comme dans un aquarium, Pasteur va vacciner le poisson contre l'eau qui est dégueulasse, alors que Béchamp va enlever l'eau dégueulasse et mettre une eau propre. Donc, il va préparer le terrain pour que le poisson puisse se sentir bien. C'est finalement miser sur le système immunitaire plutôt que sur une injection. On va dire, celle-là, elle a travaillé dans l'industrie il y a fort longtemps. Mais il suffit simplement d'observer nos vies, l'environnement, pour nous rendre compte qu'en fait, tout est fait pour donner raison à Béchamp, puisqu'on s'en prend à l'environnement. D'où ma question aujourd'hui, parce que ça paraît pas si évident que ça pour beaucoup de scientifiques et de médecins qui ont été formatés
à Pasteur et à Béchamp. Moi, depuis que j'ai fait l'émission sur Béchamp avec Alain Scoï, Schmitz et Jean-Philippe Carrère, j'ai vu Béchamp autrement. Et franchement, j'allais dire, pour travailler les émissions, Béchamp devrait être une référence, et pas seulement pour le monde scientifique, pour tous les milieux. Alors bien sûr, c'est de l'ordre de l'utopie, parce que ça nécessite aussi comment dire, une prise de conscience et puis une forme d'introspection et de remise en question de soi, parce que c'est pas donné à tout le monde. L'ego, l'argent, la carrière, le pouvoir, l'influence, ça touche beaucoup de monde, et certains ne sont pas capables de s'en séparer. Donc voilà, mais en tout cas, quand on voit Béchamp, on se dit, il est resté oublié de l'histoire, on le réhabilite 2 siècles après sa disparition, mais parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le réel, finalement, eh bien, nous percute en pleine face, que ce soit avec les fameuses pandémies, comme avec l'histoire des injections. Et le Covid a fait un grand basculement en la matière, parce que on a quand même vécu en 2020, eh bien, une forme de retournement de situation qui était préméditée, mais à laquelle beaucoup ne s'y attendaient pas. C'est-à-dire d'enfermer tout le monde pour un virus, quoi. C'est-à-dire que ça, dans les livres d'histoire, suivant ceux qui les écrivent, à l'avenir, on dira aux enfants, aux petits-enfants, aux générations futures, bah voilà, on a enfermé quasiment toute la planète. Donc on a quand même été capable de mettre plusieurs milliards de personnes quasiment en même temps sous cloche, soi-disant parce qu'on avait tous crevé d'un virus qui était moins dangereux que le mal qui nous a été fait au final. Parce que quand on y pense, voilà, tous les jours on meurt de maladies, de cancers, on peut mourir de la mortalité sur les routes, etc. Et puis finalement, un virus a été capable de prendre la place de toutes ces causes de mortalité, sans compter les opérations qu'on a repoussées, qu'on a même annulées, parce que le Covid était plus important qu'une chirurgie ou qu'une chimiothérapie ou qu'un autre truc. Donc c'est quand même pas rien comme situation. C'est un agenda, c'est une stratégie militaire. Voilà, avec une expérience de 1000 grammes à la clé, qui est aussi une forme de stratégie militaire. Tout est compréhensible avec la distanciation nécessaire. Alors, bon, Pasteur, tu as évoqué Napoléon III, donc là, ça me ramènerait à la septologie, je ne vais pas l'évoquer, mais il faut comprendre que, juste une parenthèse, le grand sceau de France qui scelle tous les textes majeurs de notre société en France, c'est ce qu'on appelle un sigil maléfique. Il date de 1848, c'est l'époque de Napoléon III. Normalement, quand il y a un changement de constitution, de régime politique, etc., comme les changements de règne, de roi, etc., les sceaux qui sont propres à chaque système politique doivent être remplacés. Donc, ça veut dire les empreintes doivent être détruites et on refait un sceau. Mais ça, c'est la septologie. Donc oui, que ce soit en plus Pasteur en lien avec Napoléon III, tout ça, ça s'orchestre bien, ça s'implémente bien, si tu veux. Mais le Covid n'a pu exister sans un curetage de nos modes de vie au préalable sur plusieurs décennies. C'est pas arrivé comme ça que des professions entières ne soient plus en phase avec leurs enseignements. Je pense aux soignants, par exemple. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est mis en place qui a fait qu'à un moment donné, il n'y avait plus de logique dans tous les systèmes possibles et imaginables. C'est de l'orchestration, effectivement, tu évoques 1000 grammes, tout est... c'est militaire, c'est militarisé. Donc, eux, ils ont écrit leur scénario. Donc, À partir du moment où c'est militaire et que tout est scénarisé comme à Hollywood, grosso modo, forcément, les choses deviennent limpides. Et les questionnements sur mais pourquoi ceci, pourquoi cela. Et c'est vrai qu'en 2026, on a encore des gens qui se posent la question de savoir, oui, mais pourquoi ils ont fait ça, franchement, etc. Mais parce qu'ils ont un agenda pour dépeupler, parce qu'on est trop nombreux sur Terre pour eux, et donc il faut faire de la place pour leur laisser le pouvoir de dominer la planète. Ce sont des gens qui sont complètement malades à tout point de vue et qui sont là, qui se prennent pour des dieux. Et c'est l'homme-dieu de Harari, l'Homo Deus.
Et donc, à partir du moment où ils ont cet agenda planifié depuis au moins 50 ans au bas mot, eh bien, ils sont prêts à tout, mais vraiment à tout, jusqu'à l'interdiction de la reproduction. Alors, comme ils ne peuvent pas faire de permis pour la reproduction, bah, ils utilisent l'IVG, ils utilisent l'euthanasie, ils utilisent aussi la propagande LGBT en utilisant la ressource de la tolérance, de l'humanisme, du respect d'autrui et en pervertissant le langage pour aller aussi sur le terrain des gens sincères qui luttent contre les injustices et pour retourner finalement à leur avantage ces définitions-là et dire voilà, comment dire, promouvoir le manifeste gay de 87 qui est le but de détruire l'hétérosexualité pour promouvoir la propagande LGBT avant l'heure. Et voilà, et là on est donc sur cette page 96 sur la Convention sur les armes biologiques, le CABT, Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction. Et ça vient du Bureau des affaires de désarmement des Nations Unies. Eh oui. Donc, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure en intro, tout ce qui suit, ce sont des informations que vous pouvez trouver, sauf si vous vous retrouvez comme nous en erreur P403 ou P404, mais ce sont tous les textes consensuels, ratifiés, internationalement appliqués. En tout cas, ça fait partie de tout ce qui est de la mérule, donc ONU et compagnie. Donc, c'est pour mieux intégrer le processus manufacturé, militarisé du Covid. Et vous comprenez mieux en quoi, que ce soit les cellules vivantes ou les produits dits vaccins, on est typiquement dans de l'armement de destruction massive. Alors pourquoi ils le font? Je le redis, je le redirai, c'est de la terraformation. C'est pas la première fois que le monde subit ce genre de processus. La différence que nous pouvons avoir, c'est peut-être éviter la grosse catastrophe. Mais pour ça, il faut arriver à intégrer que le temps presse pour pas être dans le catastrophisme, mais c'est de la véritable terraformation. Il modifie tout, aussi bien dans nos organismes, la base acido-basique, etc., ou l'air qu'on respire, ou l'eau que l'on boit. Enfin bon, ils sont en train de faire un autre monde. Et pour ça, ils tuent tout le vivant. Alors, c'est bien beau C'est ça qu'il faut rappeler, c'est qu'il tue tout le vivant. J'ai eu l'occasion notamment de faire des émissions sur les injections ARN messagers, sur les plantes, les animaux, etc. C'est-à-dire qu'ils n'épargneront personne. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et dans le même temps, soit c'est une synchronicité des dates, soit tout est vraiment orchestré. Et la deuxième hypothèse semble être plus plausible en la matière, c'est que pendant que le vivant est détruit de A à Z du sol au plafond, les artifices, le numérique, le transhumanisme, l'intelligence artificielle a fait un bond, mais alors exponentiel en même pas 5 ans, et justement est en train d'envahir notre quotidien, même dans nos recoins les plus intimes, en réalité, avec justement une falsification des données, de l'information, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la guerre, elle devient aussi, elle a déjà commencé à être virtuelle depuis quelques années, mais aujourd'hui, elle se renforce sur le côté virtuel. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on le voit, déjà dans la santé, ils commencent à l'utiliser, ne serait-ce qu'avec les téléconsultations et compagnie, ils commencent à déshumaniser de plus en plus depuis le Covid, eh bien, la relation entre le médecin et son patient, quand ce ne sont pas des déserts médicaux aussi qui sont touchés. Et puis, il y a aussi cette invasion sur les réseaux sociaux, et bien, de montage, de choses comme ça. Et je le dis parce que tout est lié, c'est-à-dire que les gens sont dans un état de déshérence et de désespoir quasi absolu parce qu'ils se disent, mais en fait, on ne sait plus qui croire parce qu'on a tellement d'informations contradictoires
c'est la base du totalitarisme d'ailleurs. C'est comme ça que ça fonctionne. La période totalitaire que nous vivons, le but, c'est de créer une confusion dans les esprits et de faire perdre le chemin, comment dire, initial à tout le monde. Parce que comme ça nous permet eh bien, d'être plus influençables et asservis. Donc, ça fait partie un petit peu de ce qu'on voit là, hein, sur l'interdiction des armes chimiques, etc. Parce que sur le papier, on se dit, ouais, c'est super, ils vont interdire les armes chimiques et ils vont désarmer le monde, mais en fait, c'est tout le contraire qui se passe en réel. Donc, c'est un empoisonnement du langage depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle le paravent, le Canada Dry. Donc, comme pour tous nos dossiers, en fait, pour que vous puissiez avoir tout ou partie des textes qui nous semblaient les plus pertinents, on a mis des copier-coller, des captures d'écran au cas où il y aurait des disparitions de textes. Que vous ayez en téléchargeant nos dossiers, les textes ressources. Une fois n'est pas coutume, Virginie, je rappelle aux spectateurs que je mettrai ton adresse mail en lien de la description, en commentaire épinglé. Les auditeurs pourront te contacter pour avoir les PDF des dossiers. Et merci de le rappeler, tu as fait des copier-coller des conventions, etc. Non pas par, entre guillemets, envie de plagier ou quoi que ce soit, c'est que les données s'effacent. On a depuis quelques mois déjà, voire même ces dernières années aussi, et bien Google qui s'amuse, entre guillemets, à effacer l'historique. Donc c'est une forme d'Alzheimer numérique causé par anticipation et organisé aussi, parce que forcément les archives ont de la mémoire, donc il faut conserver tout cela, les collecter, et bien sûr, je l'ai pas vraiment dit dans ces épisodes, mais télécharger les épisodes, enregistrer-les sur des disques durs, etc., parce qu'il faut qu'il reste une trace, quoi qu'il arrive. T'es sûr de ça? Avoir une trace de ma bobinette? Non, Ok. mais au-delà de la bobinette, c'est pas que la personne et le fond, la forme qui compte, c'est le fond. Et voilà, on a tout ça, les conventions, les traités. Voilà, on a tous ces exemplaires d'arsenal de guerre. Absolument. Alors, par-delà ce côté un peu spontané qui me caractérise bien, mais dites-vous que c'est l'autodérision est l'un des antidotes pour ne pas tomber dans ce que tu nommes l'ego. Alors, je scinde l'ego en orgueil et fierté. Dieu merci, soyez fiers de ce que vous faites pour ne pas boire la tasse. Et je vous engage à être fiers de quel que soit le métier que vous occupiez, etc. Soyez fiers. L'orgueil, par contre, c'est autre chose. Je fais juste une parenthèse parce que tout le monde a le mot égo, on entend juste ça partout, 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 partout. Même si je n'exerce plus depuis plus de 5 ans, je vais vous expliquer une technique pour vous souvenir de ce qu'est l'ego. L'ego, vous le prenez comme le système sanguin, avec le cœur au milieu qui est la pompe. On dit qu'il y a le sang chargé en oxygène qui va nourrir les organes, et il y a le sang qui est rapatrié au corps, qui est chargé de déchets à nettoyer, etc., et chargé de carbone, on va dire, de CO2. La fierté, c'est ce qui va alimenter chaque cellule de votre corps. Donc, c'est ce qu'on appelle le sang rouge. L'orgueil, c'est tout ce qui est pourri et qui doit être nettoyé par le cœur, puisque même d'un point de vue énergétique, le cœur existe et il a cette notion-là de nettoyer l'orgueil et de revenir à la fierté. Donc, l'ego, c'est une façon que j'ai de l'exprimer quand je consultais, c'est la pompe. L'orgueil, la fierté, c'est l'équivalent donc du sang bleu ou du sang rouge dans notre corps. Faites juste la distinction. Voilà, fin de parenthèse. Je ne travaille plus et je changerai de métier. L'UNODA, renforcement de confiance. Bon, ça reste très technique, mais voilà, Oui, disons, ce qui était intéressant dans ce dossier, c'était de faire le contexte aussi de ces traités, de ces conventions, de voir les coulisses, et pour ensuite entrer dans la pédagogie et la technicité. Donc voilà, on on suit à retrouve quelle ça. page, Nicolas? Pardon, On suit à excusez-moi. la page 111. 111.
111, Ah oui, bah, 112. Comité ad hoc VEREX, l'unité d'appui renforcement de la confiance, UNODA, quelques remarques à ne pas négliger. Donc je rappelle que ces dossiers ils datent de 2022, donc il y a 4 ans. On est en début de conflit en Ukraine, d'accord. Parce que tu nous dis, rappelle, lorsqu'on confronte la liste des pays concernés avec celle des partenaires PISIAC du groupe Australie, de l'IEI, sans oublier 2 actualités offensives guerrières, la pandémie Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne, on ne peut que constater des points de convergence, pardon. Tableau récapitulatif. Voilà, donc en réalité, Alors, la page 110, il y avait des captures d'écran de l'organisme international oui, avec des pays. Il y a 3 cadres. c'est celui-là, ouais. Moi, c'est page Voilà. 111 pour moi, mais Donc, ce c'est voilà, sont les Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, etc. C'est en lien avec ce qui est la politique du renforcement de confiance. Donc, en fait, il y a on va dire, des enquêtes menées dans ces pays-là pour voir où ils en sont. Et après, on a effectivement, nous, avec Jean-Pierre, établi un tableau, donc à partir de la page 212, 213, où on a répertorié la liste des pays sur les captures d'écran et on a fait un tableau qui récapitule chaque enquête internationale menée sur ces pays-là, avec effectivement un code couleur et donc qui est mentionné en page 113. Oui, on le voit avec la légende, rapport non Voilà. consultable. Et à partir de là, parce qu'il faut bien comprendre que la cryptanalyse, la cryptographie, tout ce que j'ai dans ma besace pour décrypter, c'est aussi bien comment dire, des textes anciens avec des alphabets anciens que des codes couleurs, que des datations. Un exemple de décryptage que j'ai fait régulièrement, même si j'ai un peu levé le pied, ce sont les bannières de la page du moteur de recherche Google. Et de temps à autre, on a des bannières spécifiques, animées, etc., gentillettes. Mais ce sont des messages codés à destination de groupuscules. Et donc, là, à partir de ce tableau-là, effectivement, je ne vais pas vous donner les recettes de cuisine, mais on a refait d'autres tableaux. On va passer, on va surfer sur Mme Lagarde. Et à partir de là, on a pu décrypter et trouver ce qui est le nom de la guerre qui a été active à partir de 2005. Quand on parle de préméditation, c'est à partir de 2005 que les choses ont quand même basculé au niveau national, européen, international. Et intéressez-vous à ce qui s'est passé politiquement parlant, en 2005, ne serait-ce qu'en France. Et donc, en convertissant les dates en lettres, etc., ça nous a donné Ben Geber. Geber était un grand alchimiste arabe du Moyen Âge. Et donc, Ben Geber, ça signifie littéralement les fils de Geber. Donc, ceux qui sont en train de nous mener à la mort, tout le vivant, sont les fils de l'alchimiste. En fait, c'est un Nicolas Flamel, mais à l'envers plutôt. Alors, je ne connais pas Nicolas Flamel, Ouais, mais je Nicolas Flamel, la pierre philosophale pour l'immortalité. Si certains se rappellent d'Harry Potter, l'école des sorciers, c'est un peu l'objet. Mais par contre, oui, c'est un alchimiste légendaire. Par contre, là, Ben Geber, mais c'est un alchimiste dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire un alchimiste sataniste quasiment. bah, oui, tout à fait. Ou en tout cas, C'est-à-dire ceux qui s'y réfèrent. que dans tout ce monde que nous traversons, dans lequel nous vivons, il y a toujours un ancrage, c'est la gémelléité. Tu as Rémus Romulus, Abel et Caïn,
main droite, main gauche, lévogir, dextrogir en chimie. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut toujours voir la gémellité ou le reflet dans le miroir, inversé. Donc, c'est bel et bien la chimie versus l'alchimie. Donc, quand on cantonne la narrative, je parle du camp de ceux qui dénoncent l'infamie, mais toujours sur le volet médico-pharmaceutique. Ce n'est pas Big Pharma, c'est la chimie au sens large. Pétrochimie, agrochimie, biochimie, etc. Donc, c'est véritablement la guerre de la chimie contre l'alchimie. Alors là, on est là. Là, ce tableau est très intéressant parce que 2005, première année du calendrier, à gauche, signification strong hébreu et strong grec, et événement remarquable en France ou à l'étranger. Donc 2005, mariage de Melania et Donald Trump, protocole de Kyoto élaboré en 97 et visant à réduire les gaz à effet de serre de plus de 5% d'ici 2012 entre en vigueur. Le franc français n'a plus de valeur financière. Les Français disent non au référendum de la Constitution européenne. D'accord. Ouais, il y a pas mal d'événements. Étant donné qu'on a une bonne dizaine de pages de tableaux qu'on a effectués, c'est un calendrier. Vous vouliez l'agenda? C'est un devoir de mémoire intéressant et les auditeurs pourront le retrouver. Voilà, un calendrier, un agenda. Ouais, c'est l'agenda 2030. Je me répète. C'est l'agenda. Tu n'as pas pour 2026, 2027, 2028 façon. Alors, je les ai indiqués, hein, les années, sauf que je te rappelle que quand on a fait le dossier, c'était été 2022 et que 2023, les années suivantes, elles n'étaient pas encore passées. Par contre, ce qu'il faut comprendre, par exemple, c'est que il ne peut pas y avoir de législature actuelle, donc entendez bien la présidence d'Emmanuel Macron, sans les prédécesseurs, puisqu'ils sont là pour se passer le témoin comme une course de tu sais où tu es en équipe là, comment on appelle ça, le relais. Et donc, en faisant nos recherches, en convertissant donc l'année calendaire en strong hébreu, donc en langage hébraïque, mais je ne parle pas de religion, je parle d'alphabet, ou en langage grec ancien, ça nous donne des noms, des codes, et ça nous décrit le calendrier. Eh bien, le petit alias de François Hollande, le président normal, c'est le grand intendant. Et c'est 2015. Ça correspond à Bataclan. Par exemple, 2015, en strong hébreu, la signification c'est agiter, détruire, bouleverser, changer, souffler, devenir, faire, tourner, se retourner, rouler sans dessus-dessous, volte-face, surprendre, brousser, quitter, renverser, assiéger, dévaster, évolution, etc. Et en grec ancien, c'est l'éclat, l'apparition, l'avènement, la manifestation. L'intendance, c'est pour 2012. Ce sont les élections présidentielles de François Hollande. Et pour en revenir à 2020... Avec cette phrase célèbre, excuse-moi de te couper, mais je crois que pour devenir président de la République, il faut en passer par la franc-maçonnerie. Phrase de François Hollande au Grand Orient de France, juste avant les présidentielles de 2012. Il faut comprendre que, alors, est-ce que c'est pour toutes les loges, pour toutes les obédiences? Je te rappelle, la Bible, tu as les orthodoxes, tu as les évangélistes, tu as les catholiques, tu as les protestants, etc. Ils ont leur livre de référence, c'est la Bible. Donc les francs-maçons, ils ont leur livre de référence, c'est le livre blanc. Et de ce que je sais de leurs us et coutumes, c'est qu'une fois qu'ils ont fait leur séance,
ils adressent une prière au président de la République. On est bien dans ce registre-là. Alors, attends, juste revenir sur le tableau parce que on en a fait des tableaux. Hein, Ouais, là, j'en suis à 2016, 2017, 2018. C'est intéressant parce que les significations, 2017, perversité, renversement des choses, corrompre, et en grec Élection antique. présidentielle. Et voilà, c'est ça. 2020, délivrance, fuite, lumière croissante, aube, à l'aube allait commencer. 2021, armes, char, entreprendre, chercher, essayer. 2022, montagne, mont, art, élévation, verset sûr, en y versant. Et donc 2023 et après, on n'avait rien. En éléments tangibles, factuels en France ou à l'international pour qu'on puisse argumenter sur. Mais comment tu trouves ces significations en strong hébreu, etc. Parce que ça vient de quelle source, ça? Ça vient de quoi? Alors, j'ai énormément travaillé avec la Bible, donc, mais pas d'un point de vue théologique. Mais on a sur Internet, il suffit de mettre translittération, donc ça veut dire une traduction. Tu mets translittération strong hébreu, c'est une nomenclature. Et donc, en fonction de différents sites, j'aime bien, moi, le site EMCI, il me semble de mémoire, parce que là, dans la barre de recherche, je mets juste la date. 2022, 2023, 1717 par exemple. EMCI TV, c'est une chaîne de télévision chrétienne francophone, si je tape sur Internet. C'est en lien avec la Bible, hein, de toute façon. D'accord, oui, ok. Par contre, la correspondance, elle est basée sur les textes bibliques. C'est quand même assez révélateur pour cette année, parce que 2026, tuer, faire périr, passer, faire mourir, détruire, assassiner, frapper, massacrer, égorger, enlever, mort, etc. Meurtre, meurtrier. Et ensuite, édifier, bâtir dessus, finir la structure pour laquelle la fondation a déjà été posée, donner un accroissement constant à la connaissance. Donc, en gros, il y a une destruction en cours, et ensuite, ça va être pour bâtir quelque chose. Mais alors, sur quoi? C'est l'équivalent de la carte de la tour dans le tarot. D'accord. Et ensuite, 2027-2028, tuer, égorger, carnage. Ouais, ça, c'est pas glorieux, quoi. Hein. Boucherie, tu vois, c'est pour ça que 2030, c'est une fois que tout a été mis à terre. À partir, selon eux, les gros vilains, selon eux, à partir de 2030, ils auront tout rasé et ils pourront refaire leur nouveau monde. Ça me rappelle la phrase de Macron, ça, avec Brown, quand il disait on est en train de reconstruire un modèle, mais pour l'instant, on n'a pas encore tout détruit pour pouvoir tout reconstruire. Absolument. Tout est dans cette phrase-là. C'est des phrases, tu sais, qui paraissent anodines dites comme ça, mais comment dire, il y a une forme de transcendance, une mission, quelque chose qui dépasse. C'est avec le regard de l'allumé, là, le mec qui est sous coke, là. Alors, avec le col Mao, en plus, c'est très révélateur, ça. Ce qui nous a permis de travailler avec Jean-Pierre en toute objectivité, c'est de partir du principe que le fait de présenter le personnage public Emmanuel Macron de cette façon-là, notamment par certains dits de la résistance ou de la dissidence, ou bref, peu importe, ça joue aussi sur l'influence négative que les gens peuvent avoir. C'est-à-dire que si on n'avait pas pris au mot à mot tout ce qu'il pouvait dire, on n'aurait pas pu faire autant de recherches sur le volet militarisé. Tu vois ce que je veux dire? Je peux reformuler. Nous avons pris très au sérieux tout ce qu'il dit. Non pas. Oui, tu l'as pris au premier degré et tu as écouté pour justement pouvoir alerter et nous avertir du fait qu'en écoutant pas ce qu'il disait, on ne pouvait pas s'étonner ensuite de ce qui arrivait. Parce que pour le coup, au-delà des promesses non tenues traditionnelles, c'est que quand il promet de détruire
et de faire un grand reset, là, il faut le croire parce que, il est en mission pour cela. C'est-à-dire qu'il est, voilà, Absolument, il est missionné absolument. pour détruire. Moi, je le dis souvent aux gens, je leur dis: «Mais ne vous attendez pas à quelque chose de positif avec le système actuel». Puisqu'il y en a qui disent: «Oui, mais on a l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait», mais parfaitement. Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Ils le font Absolument. pour l'instant très bien, parce que le but, c'est de provoquer une guerre mondiale afin, de supprimer les élections et d'ailleurs Schwab le disait: «De toute façon, à l'avenir, on se demande s'il y aura encore des élections parce que quand on connaît déjà le résultat à l'avance, à quoi bon?» Donc, Est-ce que tu crois, si on prend, le volet de terraformation, on arrive en bout de chaîne au niveau de l'agenda quand même. Est-ce que tu crois sincèrement que le seul objectif, c'est uniquement de, prolonger son mandat? C'est À un petit titre peu alors personnellement, si j'étais complotiste au dernier degré, je dirais que son objectif, heu, est de faire un putsch pour rester au pouvoir, le plus longtemps possible. Parce que pour lui 2027, c'est un blocage. D'ailleurs, il avait dit plusieurs fois que c'était une vaste fumisterie d'avoir mis 2 mandats, dans la constitution. Donc il est capable de créer une guerre afin de rester au pouvoir et d'annuler les élections. Et puis quand le jour viendra où il devra partir de l'Élysée de gré ou de force, eh bien ce sera pour se reconvertir soit dans comment dire, un cabinet de conseil, soit dans des instances européennes, voire même de te mettre du côté de Schwab, plutôt de sa fille Nicole, puisque Klaus a démissionné, et il est capable de diriger une instance supranationale ou voilà, en tout cas, il n'a pas encore 50 ans. Donc, il a encore toute la possibilité de faire une seconde carrière. Pour lui, la présidence, c'était presque un marchepied pour autre chose. C'est paradoxal dit comme ça, parce qu'en réalité, c'est censé être la fin pour, une carrière politique. C'est-à-dire que pour moi, au-delà de président, à part diriger Mars, je vois pas ce que tu peux faire. Tu as été au plus haut dans la hiérarchie. C'est comme Chirac, il avait fait partie du département, député, enfin conseil départemental, maire, ministre, premier ministre, président. Et arrivé au sommet, bon bah ça va, il s'est mis au conseil constitutionnel, il l'a arrêté. Giscard lui est alors, revenu au conseil général, etc. Mais voilà, pardon. je t'en prie, mais je prends, j'accueille ce que tu dis. Effectivement, ça fait partie des scénarios possibles. Maintenant, j'aimerais juste, faire ce pas de côté et faire en sorte que alors je ne sais pas si le message va passer, mais essayer, dans la mesure du possible, de considérer que toutes ces personnes-là qui sont en place, hein, puisqu'en 2019, au niveau international, il n'y a jamais eu autant d'élections, que ce soit des communales, municipales jusqu'aux présidentielles. Euh, Essayez juste d'imaginer que ces individus-là œuvrent façon entité unique, au nom de quelque chose. En réalité, ce qu'ils deviennent, ils s'en fichent, ils le font pour quelque chose de plus fort, de plus grand qu'eux. Donc ça voudrait dire pour toi qu'ils seraient un peu comme les martyrs d'Allah, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils seraient là en Alors, mission pour je, une cause plus grande qui les dépasse. Un peu je comme une forme de mission suicide, mais politique. déjà missionné, il l'a dit. Ouais. Ensuite, je ne vais pas aller sur le terrain religieux. Non, mais c'est parce que ça me faisait penser à ça, mais on pourrait prendre un autre. Ça peut, mais je vais pas prendre ce modèle-là. Je vais prendre les hyménoptères, Kesako. Donc ça, bon, vous verrez, c'est le dossier septologie. Les hyménoptères, c'est une espèce d'insecte avec deux paires d'ailes. Donc on a les abeilles, les guêpes, les frelons, les petites fourmis. Donc bah, tu vois le film Fourmise, le dessin animé. Voilà. Donc tu as l'essaim qui est là pour protéger la colonie, euh, pour protéger la reine. Donc eux, c'est une masse qui œuvre de façon conjointe, répartie sur le monde depuis des siècles et des siècles, pour leur entité suprême, leur grand architecte, leur être suprême androgyne. Le but de Macron, c'est de transformer la France définitivement en région européenne
puisque tu me parlais du fait qu'il était gouverneur de la région France, en tout cas de la province France, et j'allais dire de transformer un peu la France en, comment dire, en oppidum ou en camp gaulois comme dans Astérix et Obélix, où finalement toute la Gaule s'est soumise, sauf une partie qui est tout petit, c'est le camp d'Astérix et Obélix, et on est en train de devenir comme ça, c'est-à-dire que la résistance maintenant, elle se recroqueville dans une peau de chagrin, et avec le gouvernement mondial, euh, Bruxelles, mais avec, j'allais dire, la maison mère qui se trouverait ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, c'est sur Terre à Mare, donc le continent inexistant, dont Ghislaine Maxwell se dit être de nationalité de la Terre à Mare. Alors, c'est la France dans sa globalité qui est à la fois génératrice de ce monde contemporain, mais aussi la solution de ce monde contemporain, si tant est que on arrive à faire ce pas de côté, à considérer une bonne fois pour toutes que nous sommes véritablement en guerre, que le Covid est un front. Voilà, il y a eu la Blitzkrieg pendant 39-45, il y a eu le front au nord de la France avec les tranchées, etc., à l'est. Eh bien là, on a différents fronts. Donc, c'est pas les résistants. Résistants, on est tous plus ou moins résistants, mais on ne sait pas comment s'organiser. Je mets au défi quiconque parmi les résistants, et moi la première, de dire qu'on a carte blanche sur tous les tableaux. Moi, jusqu'en 2020, j'ai voté pour les municipales. Donc, ceux qui prétendent élus au motif qu'ils ne sont pas injectés, je n'ai pas fait de vaccin depuis plus de 30 ans. Ça ne m'empêche pas d'avoir du graphène dans l'organisme. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le peuple en soi. Et il y a un réveil, puisque quand il y a des infamies qui se propagent en France, on s'en fout de savoir si on est vacciné ou pas vacciné Covid, on s'en fout de savoir si on est chrétien, juif, musulman ou que sais-je, on s'en fout de savoir si on est pauvre, riche, salarié, au chômage, etc. Quand il y a quelque chose qui est transcendant, qui est universellement inacceptable, là, on fait corps. On fait corps et c'est l'hexagone en soi. Et c'est pas pour rien que la France est un hexagone, mais on ne va pas digresser sur la septo. Donc voilà, le fameux agenda décrypté. Alors, ce qui est intéressant, c'est les significations des termes. Alors, excuse-moi, ouais, on va regarder ça. Alors, là, on a fait une parenthèse sur ce dossier-là, puisque quand on a écrit le dossier, on était en 2022, et en faisant nos recherches, en traduisant en strong hébreu ou en strong grec, on a vu qu'il y avait des chiffres qui apparaissaient régulièrement, et on n'en a extrait que le 410 et le 1909. Donc, on ne va pas le détailler, mais ce qu'il y a d'assez perturbant, on va dire, c'est que le prénom Emmanuel est cité. Et ça nous ramène en 2025. Par exemple. Et je vous épargne 1909, mais on a un petit peu détaillé. Alors ensuite, il va y avoir une autre série de tableaux faits maison qui reprend toutes les enquêtes internationales de l'UNODA sur le renforcement de confiance, sur tout ce qui est, on va dire, usine d'élaboration d'armes biologiques, biotechnologiques, etc. Donc, on a tout reporté et on a fait différents tableaux avec une synthèse à la fin en page 133 où en commentaire, on a extrait quelques dates qui nous semblaient pertinentes. Donc, je vous épargne tout ce que cela peut signifier en termes de code couleur, etc. Mais ce sont tous les pays qui ont été listés dans les 3 cadres en capture d'écran. Et donc, sur la période 2005, qui est le début de la guerre, Ben Geber, jusqu'à 2014, on a en page 133
un récapitulatif assez impertinent, oui, assez impertinent. C'est-à-dire que 2014, c'est l'année où, de mémoire à la demande du président Bush, ces enquêtes internationales ont été arrêtées. 2014, c'est aussi le... Comment vais-je dire ça en étant correct? C'est François Hollande qui est aux manettes et qui, via le timbre Marianne, nous fait adhérer à tout ce qui est trafic humain, laboratoire pirate, laboratoire tout type, et tout ce qui est en lien avec la data. Voilà. Et donc 2009, ça correspond à la grippe H1N1, et ça correspond aussi 2014 au plan Ebola France préfacé par Jean-François Delfrécy, et au plan de prise en charge qui est sous tutelle du ministère de la Santé, qui n'a pas été appliqué pour la pandémie Covid. Voilà, donc on a fait différents tableaux comme ça. Ensuite, on s'est penché sur des pays spécifiques, l'Argentine, sur les pages suivantes, l'Ukraine, et tout un tas d'autres pays. Alors l'Argentine, pourquoi c'est intéressant l'Argentine? Parce qu'en Argentine, il y a des essais militaires, vu que c'est un immense pays, un immense territoire. Les armées des pays européens ou autres vont s'entraîner en Argentine. Et pour ceux qui se sont intéressés au sujet de la fuite nazie dans ce pays-là, ce n'est pas étonnant. Je lis le passage, page 138. Laurent Nunez, qui après avoir été nommé à la tête de la DGSI en 2017, devient secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur en 2018, Castaner notamment, l'éborgneur des Gilets jaunes, puis coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme en juillet 2020, pour être récemment nommé préfet de police de Paris en juillet 2022, sachant qu'à l'heure où nous enregistrons cet épisode, eh bien, Nunez est ministre de l'Intérieur. Donc, Dieu seul sait ce qui va advenir par la suite. Bah écoute, je crois que la balle est dans le camp de tout le monde. Et quand de temps en temps tu évoques des mesures comme le boycott, il n'y a pas de petites mesures. Si c'est dans vos cordes, faites-le. Qui va vous juger si vous... De quel droit on va dire que c'est inefficace si c'est pas testé? Donc oui, le fait que la pièce tombe sur l'avers ou le revers ne dépend que de nous. Mais on a le feu aux fesses. On est en 2026. Alors ensuite, vous avez, tu as listé la liste des visites en 2017 et années suivantes, avec notamment le Qatar, les relations avec le Qatar. Voilà, visite bilatérale. Ensuite, tu nous parles des États-Unis et des Pays-Bas. Oui. On est toujours dans l'optique militarisée, hein, à grande échelle. Bien sûr, qui est à l'échelle mondiale. L'Ukraine, voilà. 2014, dernière année de remise de rapport à l'UNODA, début des relations bilatérales renforcées entre la République française consortium et l'Ukraine sous la présidence de François Hollande. On rappelle le coup d'État du Maïdan qui va ensuite amener les accords de Minsk en 2015 et qui ne seront pas respectés sciemment par les Occidentaux pour armer l'Ukraine et préparer l'Ukraine face à la Russie. Voilà, puisque là où ce que nous vivons depuis 4 ans, c'est lié à ça, entre autres. Oui. Voilà. Alors, un acronyme chimique. Page 141. Oui, parce qu'on est sur le volet bioarmes.
ou armes chimiques. Donc effectivement, on est allé y voir et on est allé voir ce qui ressortait de tout ce qui était renforcement de confiance. Donc on a ouvert les pages des sites officiels et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses assez pertinentes et qu'il était intéressant de mettre dans le dossier. Voilà. Très bien, parfait. Ben, j'avance un petit peu. Vas-y, Heu, parce que non, il non, y a mais voilà, alors pareil non, non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est très bien schématisé, c'est expliqué, il y a des répétitions, mais c'est par la répétition que ça finit par rentrer. Là, tu nous fais une carte de l'Ukraine, donc avec, Kiev, avec, Kharkiv, Lugansk, je, Lviv. je fais une petite Vas-y. passerelle avec l'un des dossiers, celui qui septologie sur les 7 présidents de l'Apocalypse, pour information, puisqu'on a fait énormément de passerelles entre l'histoire, la géographie, toutes disciplines confondues en fait. Eh bien, Tchernobyl en ukrainien signifie absinthe. Donc, il relisait l'Apocalypse de Jean. D'accord, OK. Donc tu nous fais un rappel là, des travaux en disant: «C'est une manière qui permet de travailler de façon non exclusive et préférentielle avec le secteur strictement militaire, le secteur public, de créer le problème et de vendre la solution, créer le virus et vendre le remède, provoquer une crise économique et créer un modèle pour la sortie de crise, provoquer des problèmes d'insécurité par le biais de groupuscules artificiellement créés et dédiés à cela et instaurer un régime sécuritaire, provoquer des pénuries alimentaires artificielles et proposer des solutions sous conditions». Exemple qui me vient en tête, les Jeux olympiques de 2024 qui servent de prétexte pour mettre en place la reconnaissance faciale qui était censée être provisoire dans un premier temps, avant que le discours ne change très rapidement et de manière prévisible d'ailleurs, en disant voilà, on le teste pour les JO, mais finalement ça va devenir permanent. Voilà. Voilà, en sachant que les JO, quand on a écrit les dossiers, ils n'avaient pas encore eu lieu. Non, Et là, on est en 2026 et provoquer des pénuries alimentaires artificielles, tu vois ce qu'il en est au niveau de tout le cheptel, que bien ce sûr, soit les le ovins, les caprins, bétail, les bovins, bien le sûr. porcin. Donc, Et bon, puis la tyrannie aussi écologiste, extrémiste qui, va jusqu'à, incriminer ceux qui mangent de la viande, ceux qui, parce que ça en fait partie indirectement aussi, c'est-à-dire, les idéologies, extrémistes et minoritaires qui, ont tendance à culpabiliser, tous ceux qui ne sont pas, véganes, végétariens ou qui ont un mode alimentaire, traditionnel ou classique si je puis dire. Heu, Sans compter donc le bétail, les injections ARN messager sur le vivant, quel qu'il soit, sur la viande de synthèse qui se met progressivement en place, sur les incendies de forêt et aussi la destruction de l'agriculture, parce que l'agriculture, avec les agriculteurs qui sont 2 à 3 par jour, au bas mot, je pense à se suicider malheureusement, parce qu'entre ceux qui sortent du silence, ceux qui sont, j'allais dire, référencés et tous ceux qui disparaissent dans l'indifférence générale, bah, faut les cumuler. C'est comme pour tous les phénomènes. Et donc, l'agriculture, c'est pareil, est en train de mourir peu à peu. Il reste 350 à 400 000 agriculteurs en France. Il y en avait 10 fois plus il y a 50 ans. Parce que c'est en train d'être remplacé par la robotisation, par le Mercosur, par les traités de libre-échange, où on importe de l'étranger des produits qui n'ont pas les mêmes normes que ceux qu'on impose. Enfin voilà, c'est un globi-boulga et une forme de toile d'araignée tentaculaire pour détruire le vivant. alors si on se réfère quand même au texte, on va dire, sacré, heu, la famine entre dans le jeu. Mercosur ou pas, il reviendrait sur le Mercosur au niveau de l'Union européenne. Oui, Les agriculteurs ont tellement été malmenés qu'en moins de temps qu'il n'en faut, les institutionnels en France ont laminé, ravagé, au-delà des vies de familles entières, des cheptels.
Mais s'il faut un instantané pour tuer un cheptel, il faut combien d'années pour reconstituer un troupeau? Mais c'est comme pour la déforestation, Virginie. Il faut, Absolument, en l'espace de quelques heures, on peut détruire des hectares de forêt, mais combien d'années absolument. pour reconstruire? C'est exactement pareil. Et c'est ce que je disais à notre ami Isidore Le Puisatier, c'est que les incendies de forêt dans les Landes, dans la Montagne Noire, dans la région audoise, etc. Quand on s'aperçoit que c'est pas de l'ordre du naturel et que à chaque fois que des hectares sont détruits, souvent ce sont des pyromanes, pompiers pyromanes ou autres, mais surtout parce qu'il y avait des projets escrologiques à l'origine qui étaient programmés et que les habitants au niveau local refusaient majoritairement. Et comme bah, ça passait pas par la voie entre guillemets démocratique, eh bien en créant des catastrophes dites naturelles, on arrive à faire passer la pilule de gré ou de force, mais en disant bah voilà, bah oui, mais je suis désolé, j'y suis pour rien s'il y a eu ces incendies. Voilà, maintenant ça a été détruit, donc comme on avait prévu un truc, et ben au moins on va l'appliquer quoi. Voilà. Alors, il y a 2 choses à voir par rapport à la version incendie. C'est déjà dans le cas où ils sont stricto sensus sur leur terraformation, on n'est plus sur un monde naturel, on est sur un monde de synthèse. Donc, ils créent tout l'environnement pour. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que dans le cadre où il serait perdant, donc il, la mérule ou le blob, donc le gros vilain, bah, c'est la politique de la terre brûlée, tout simplement. Donc, quitte à perdre, bah, foutu pour foutu, on rase tout et basta. Voilà. On se demande de quel monde ils viennent, hein, ces gens-là. Donc, après, sur le dossier, fin de l'aparté. Alors oui, on a encore un tableau, parce que vous aimez bien les tableaux chez vous. Bah, Avec je pense que c'était le non, mais format je le te plus. taquine, mais c'est vrai que c'est plus pratique à comprendre pour Ça, certaines choses. c'est la patte de Monsieur mon mari, si tu veux. On a deux esprits. Lui, il synthétise un peu mon côté Maya l'abeille, je vais butiner dans l'oranger, les camélias, etc. Puis je te ramène tout le bloubi-boulga, comme tu dis. Puis vas-y, fais-moi de la gelée royale de tout ça. Donc, tu as Jean-Pierre qui dit on va peut-être faire un tableau là. Non, non, mais c'est pratique comment? Parce que là, on a physique lauréat, sujet de recherche, chimie lauréat, 2005, 2009, 2014. Oui, Voilà. en sachant que tout ce qui est en bleu, vous cliquez dessus sur le document PDF et ça s'ouvre. Sauf si c'est en erreur par P404. Et encore des captures d'écran par la suite, hein, toujours sur le volet militarisé, armes de destruction massive, bio-armes, biotech armes, puisque la notion de biotechnologique dans l'armement à ce niveau-là, au niveau international, n'était pas encore active, mais avec le progrès, j'imagine que cette motion-là sera rajoutée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir refaire leur monde à leur image, ils nous ont fragilisés de génération. Je ne regarde pas l'écran parce que je regarde les pages. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Pour fragiliser le vivant, de génération en génération, ils ont créé toutes les conditions donc, chimiques. Au niveau de l'être humain, avec nos recherches, on a constaté qu'il y avait deux axes majeurs d'attaque ciblée. Il y a le système sanguin et il y a le système neurologique. Donc, ce qui revient techniquement à l'électromagnétisme généré par le corps humain. Donc, c'est aussi le cas pour vos chats, vos chiens, vos veaux, vos vaches et vos moutons. Mais voilà, donc les cibles pour pouvoir nous muter pour ce nouvel ordre mondial, c'est l'axe électromagnétique de l'être humain ou du vivant. Voilà. D'où les recherches qu'on a incluses dans nos dossiers. Alors, la bataille de Ben Gueber, donc tu nous en as parlé tout à l'heure. Voilà, donc il y a des informations sur qui était Geber.
pour que vous sachiez à En fait, quoi. ce qui est assez intéressant, c'est qu'à travers ce tome 2, en le relisant, ça me revient en mémoire parce que je l'ai lu il y a Quelques ça va faire années. bientôt 2 ans, mine de rien, mais j'ai pas retenu tout par cœur. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le côté Marianne franc-maçonnerie aussi, parce que ça, on en parlera dans la septologie et Ouais. franchement, c'est passionnant parce que là, j'ai pensé à la Révolution française avec Marion Sigaud, entre autres, sachant qu'on a ici un volet messianique en réalité. Un volet, il y a un côté entre guillemets Pierre Hillard, si je puis me permettre cette analogie, mais c'est-à-dire que c'est pas seulement un dossier purement entre guillemets scientifique et militaire sur le sur l'intérêt de comprendre la pandémie Covid, c'est de voir que la guerre, elle est spirituelle, elle est messianique, et qu'il y a des références bibliques, il y a des références aux textes sacrés, et que si on n'a pas cette ouverture-là à des références bibliques ou d'autres textes, voire talmudiques, sachant que quand même Van der Leyen a dit que l'Union européenne avait les valeurs du Talmud, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé quand même. Donc on voit bien que là, et ça va être l'objet des prochains épisodes, notamment avec la septologie, c'est qu'on va rentrer dans le domaine beaucoup plus spirituel, messianique, et c'est là qu'on va comprendre que les racines de l'idéologie des totalitaires qui nous dirigent aujourd'hui, eh bien, remontent à ces textes-là, qu'ils ont été formatés avec cette conscience-là, ou cette inconscience. Voilà. Alors, oui, on le fera. Avec grand plaisir, on va s'amuser. Donc là, j'étais en train, pendant que tu parlais, excuse-moi, hein, je t'écoutais. Le côté pluridisciplinaire, c'est normal en réalité, puisque tout est lié et que le principe donc de Geber, c'est qui n'est pas une mauvaise personne. Hein, je ne suis pas en train de tirer à boulet rouge sur cette personne-là. Bien au contraire, mais une de ces approches, c'est la souma. Et la souma, c'est ce qu'on appelle la dispersion intellectuelle. C'est-à-dire que pour comprendre le monde dans lequel on est, ou dans lequel ils veulent nous mettre, nous imposer, ils ont fragmenté, comme une bombe à fragmentation, chaque élément et dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc, le rôle, en fait, sans se connaître des uns et des autres, avec les recherches des uns et des autres, c'est qu'avec leur talent, leurs compétences, leurs impointances, elles ont cherché, ces personnes-là, des informations qui permettent finalement de reconstituer ce monde qu'ils nous ont imposé en nous y faisant adhérer sans notre consentement. J'espère avoir été claire. Non mais voilà, je t'écoute en même temps, bah, je fais comme toi, je fais plusieurs choses à la fois, mais il y a l'historique, non c'est intéressant. Allez prendre un café les gens, on revient. Non mais, pas de souci. Mais voilà, en tout cas, non, il y a toute cette partie-là, technique de dissimulation littéraire, cryptologie, effet Canada Dry. Donc là, on va repasser dessus parce qu'on l'a évoqué déjà tout à l'heure, hein. Mais Ouais. voilà, c'est j'allais dire, c'est un petit peu la PNL ou en tout cas l'ingénierie sociale, le fait de marquer les esprits, etc. Et on sait qu'ils ont dépensé des milliards durant le Covid pour embaucher des spécialistes du cerveau afin de cibler notre partie du cerveau réceptive à la propagande, notamment. Alors, est-ce que tu peux, parce qu'après ces pages-là, on va pouvoir les laisser défiler, mais juste puisque tu as évoqué l'effet Canada Dry et que ce n'est pas la première fois que je l'évoque, comme la Souma, on a dans le B, donc c'est la page juste avant, je vais juste lire ce que c'est que l'effet Canada Dry pour que de l'autre côté, les personnes qui regardent sachent ce qu'il en est. Donc, et je vais juste lire. Pour comprendre le principe des initiatives lancées par Emmanuel Macron, donc je vous rappelle, l'initiative, c'est l'armée européenne, mais le continent, pas l'Union européenne, et le PICIA qui est en lien avec l'armement. Donc, pour comprendre le principe des initiatives lancées par Emmanuel Macron, il faut clarifier le mode de fonctionnement des mondialistes. C'est un fonctionnement quasi organique, d'où la mérule ou le blob, à rapprocher de la serpula lacrimans. Je relis en même temps, je redécouvre la mérule ou du blob. Donc, c'est cet organisme jaune
comme Bob l'éponge, qui n'est ni un champignon, ni un parasite, ils ne savent pas le clarifier, mais par contre, ils ont terriblement travaillé sur cet organisme-là, inclassifiable. Je parle notamment des Français. Ça, on l'a évoqué dans la septologie. Et ce qui est très inquiétant avec cet organisme vivant-là, c'est son cycle naturel biologique et que le fait que les scientifiques ont misé, mais alors ils ont mis tapis sur la table de poker, sur le fait de notamment coupler l'ADN de ce blob avec du synthétique, graphène. Donc c'est pour ça que certains parasites synthétiques ont un cycle de vie ou un cycle biologique quasiment naturel, on va dire. Parenthèse, donc le blob. Ensuite, dans le processus, il y a un phénomène de clonage ou de duplication. Cela peut s'apparenter au principe du Canada Dry. Alors, le principe du Canada Dry, ce n'est pas une invention de Jean-Pierre ni la mienne. Vous allez sur Internet, vous cherchez principe Canada Dry et vous aurez le descriptif de ce que c'est d'un point de vue ingénierie sociale ou psychosociologie. Et là, on a fait une jolie affichette avec les arguments de campagne présidentielle. La photo du leader suprême que tu as dans ta chambre à coucher, comme tout le monde le sait. Non, je préfère avoir celle de mon mari ici. Voilà, le Pissiac. Voilà. Tout est lié en fait. Hein, donc, là, il y a un côté, comment il s'appelle là, Cédric Villani là. Il y a un côté Cédric Villani dans le. En fait, je te rappelle que Cédric Villani, quand il y a eu la pétition lancée par les victimes des injections, Cédric Villani était le président, je crois, de l'OPES, oui. vice-président. Absolument, le rapporteur, en tout cas, dans le dossier, absolument. Tout à fait. Si c'est médical pharmaceutique, que viennent faire des mathématiciens, des ingénieurs en encapsulage optique, etc., ou dans la gestion des effets indésirables. Bref, on revient, je ne vais pas revenir sur le tome 1. Non, parce que là, c'est intéressant, le genrisme et ciblage des jeunes, l'expansion hermétique s'infiltre jusqu'à l'UNODA, décryptage. Donc, ce deuxième tome a mis en avant des initiatives de la République française en lien avec la situation de guerre sanitaire, des conventions et traités internationaux signés par la France avec les Nations Unies dans le cadre de l'UNODA. L'hermétisme est le seul culte qui relie tous les belligérants à la dispersion des connaissances, l'un des volets alchimiques, au prosélytisme, au transhumanisme et aux scientistes. Il semble être le terreau de la situation actuelle en France. Ainsi, l'un des fondements des sociétés hermétiques est l'androgynie. Bien que le thème soit expliqué dans les dossiers septologie, on ne pouvait omettre cet élément puisque même le Bureau des désarmements des Nations Unies, le fameux UNODA, fait l'apologie de cette quête de l'être primordial androgyne. Donc pour les non-informés, dans les enseignements et initiations maçonniques, par exemple, l'androgyne est l'être idéal par excellence. C'est le côté Baphomet, hein, en quelque sorte. Doté de 2 têtes, 2 paires de bras et bien sûr pourvu de 2 appareils génitaux. On retrouve d'ailleurs ce principe à travers Junon et Jupiter, faux jumeaux et parèdres. Voilà. Ah oui, non, pas fini. J'avance un peu. Le fait d'avoir pris l'arc-en-ciel comme symbole des groupes LGBT, c'est aussi initié par les sociétés affiliées au culte d'Hermès et sa contingence, dans la mesure où tout était déformé et inversé, valeurs, références culturelles et cultuelles. Rien d'étonnant alors que l'arc-en-ciel soit détourné de son symbolisme original et original millénaire, puisque celui-ci est synonyme de lien avec le sacré, ainsi que des chakras pour les cultures asiatiques. Voilà. L'UNODA Gender Policy. L'UNODA lance une politique de genre. Le côté pervers de cet arc-en-ciel, c'est quelque chose d'universel, l'arc-en-ciel. Alors, effectivement, il y a les chakras, il y a toute la culture orientale, asiatique, mais dans la culture odinique, on a le pont arc-en-ciel qui relie le monde des humains au monde des dieux, des divins. Et donc, si on fait le lien anatomique, le pont arc-en-ciel, c'est l'équivalent du pont du tronc cérébral. Donc, en fait, il cible le tronc cérébral. Bon, je ne vais pas tout expliquer ici, mais ils sont en train de véritablement faire cette inversion-là aussi.
Et l'arc-en-ciel, c'est le prisme aussi de la lumière. Donc, ils sont en train d'inverser la photosynthèse, ils sont en train d'inverser. C'est la lumière, c'est le soleil après la pluie qui se confond et qui forme un arc-en-ciel. Et en même temps, c'est le dévoiement de quelque chose qui est censé être beau, lumineux, d'espérance, pour en inverser les valeurs. Et leur imprégnation est très forte parce que même des personnes qui sont informées de l'existence des chakras, etc., quand on voit des arcs-en-ciel, je suis pas, ça m'est arrivé. Systématiquement, la mécanique fait que on va penser LGBT alors qu'en fait, c'est juste les chakras, c'est juste un arc-en-ciel. Le côté pervers au niveau de l'enseignement, au niveau des maternelles, c'est qu'un enfant, il va faire son bonhomme patate, il va faire son soleil avec ses yeux, son grand sourire, il va faire sa maison avec les 2 fenêtres, etc. Et il va faire un arc-en-ciel. C'est normal, c'est logique. À partir du moment où un gamin en maternelle va faire un arc-en-ciel, la déviance LGBTiste va faire qu'il y aura un signalement auprès des institutions pour quête de changement de genre et tout ce que tu veux. Donc ça va jusque-là. Ouais, la perversion jusqu'à son paroxysme. Ouais. Donc, de ce fait, voilà, on a ça, l'acronyme ADN, l'acide désoxyribonucléique, le lien avec l'atome, éduquer. Voilà, bah alors là, c'est une autre histoire. D'accord. Donc Déjà, là, si on nous instruit, c'est la partie intéressante des dossiers, c'est aussi la pédagogie, la sémantique, le vocabulaire, éduquer les jeunes recrues de telle sorte que pour devenir leader, il leur faille livrer le poids du poids, d'accord. Les young leaders, forcément, Méphistophélès, donc des références aussi. Vax, mensonge et trahison, c'est pas mal ça. Après, il y aura le bon, la brute et le truand. Et voilà, donc ben, on retrouve les organismes, oui. le plan politique, le discours. On arrive bientôt à la fin du dossier. L'encodage analchimique de l'organisation du ministère de la Santé et de la Prévention. Donc, alchimie inversée. D'accord. Cabinet du directeur de la Santé et de la Prévention. Ministre. Ah, d'accord, tu as pris les premières lettres de chaque titre. Et ça fait quoi alors? Ça fait SMDK-2, SAED, SDHF. Voilà. Ouais, ce sont des symboles informatiques. On s'est. Moi, je vous êtes fait un petit kiff, quoi, un petit plaisir, là. Tu sais, Là, après après 18 heures de boulot par jour, je dis, tiens, pourquoi on ferait pas un mélange on n'a rien à faire. d'algèbre, voilà. Mais parce que ce sont les outils qu'ils utilisent. C'est là où c'est vicieux. On, on est sur un plateau de jeu et on ne connaît pas les règles. Donc, la responsabilité de chacun, c'est quand une personne, personne n'est pas personne. Bref, quand une personne a des informations pour l'intérêt général qui peuvent aider à s'instruire, à l'instruction et à déverrouiller d'autres schémas, bah, c'est très bien. J'ai fait avec Jean-Pierre, on a beaucoup gagné de temps grâce aux travaux pertinents d'autres personnes. On a énormément gagné de temps. Et il y a des sujets que j'ai pas eu besoin de traiter parce qu'ils étaient déjà traités ou ils vont l'être. Donc c'est important. Et c'est la combinaison de toutes les connaissances, toutes les compétences, tous les savoirs qui devrait être le leitmotiv. Pas la chicanerie de c'est moi qui est la plus belle pour aller danser. Pardon. Je veux pas dire de bêtises. Ça craque, ça craque. Oui. Donc, on a force erase, d'accord. Effacement forcé. Donc là, c'est tout le registre informatique qui, entre le militaire, le sanitaire, enfin ce qu'il en reste en tout cas du sanitaire, l'informatique, le messianique, le maçonnique, disons, ça en fait des SAD, d'accord, marquis de SAD, ok.
SDHF, on dirait un logo d'entreprise ou d'institution. Ah oui, puis comment dire, les symboles. Ok. Le graphène. Ok. Si j'étais en contact avec des scientifiques, je leur suggérerais, mais j'ai déjà tenté, hein, Jean-Pierre aussi, de véritablement investiguer sur le couplage du blob avec le graphène, enfin, et notamment de s'orienter vers l'Académie des sciences et technologies qui a été créée en 2007. Et la bibliographie, c'est très, très intéressant. Si j'étais en contact avec des experts et d'éminences grises, mais ce qui n'est pas le cas. Puis après, on arrive bientôt à la fin, les amis. Et à la fin du comment dire, du 4e dossier sur 45. Donc, bon, non, on va essayer de synthétiser. Non, mais c'est important parce que même si ça paraît barbant pour certains, peut-être, mais faut bien comprendre que rien n'est dû au hasard. C'est ça surtout. La refondation qui se prend pour Dieu. Alors ouais, ça c'est la main verte avec la main bionique. C'est. Et ouais. oui. Et la symbolique de Michel-Ange, ouais, c'est ce que j'ai pensé aussi, ça. Tout à fait. Bien sûr. Ces individus sont dépourvus de pouvoir de création. Ils ne peuvent que reproduire l'existant. Donc, c'est un plagiat. Quand j'exprime le fait que le nouvel ordre du monde, non, on est sur le nouvel ordre du monde ou le nouvel ordre mondial? Là, plutôt le nouvel ordre mondial, hein, je dirais. Voilà. Le nouvel ordre du monde, on le retrouve dans la Genèse. Et d'ailleurs, dans un des dossiers septo, j'ai repris l'intégralité du texte de la Genèse. Essayez de faire ce pas de côté et les translations, les transpositions. Alors, je ne dis pas que la Bible, c'est pas bien, c'est méchant, etc. Je dis que ceux qui sont aux manettes, le pouvoir de l'ombre, étant dépourvus de pouvoir créateur, n'ont fait que s'approprier, phagocyter tout ce qui était existant, que ce soit culturel, historique, etc., pour en faire une version inversée. Tout le monde le dit, c'est l'inversion des codes, l'inversion des valeurs. C'est pour ça qu'en fait, chez les maçons, on a des loges druidiques, on a des loges bouddhistes, on a des loges chrétiennes, mais parce qu'ils ont besoin de ça. Mais si tu te mets face à un miroir, tu vas voir ton reflet. Donc, le druide, il va considérer que ce qu'il a en face de lui, c'est de l'ordre de son précaré. Je ne sais pas comment trouver les mots. Pareil non, mais j'ai bien compris. Là, sur l'image, cabinet du ministre de la Santé et de la Prévention, donc on est sur des captures d'écran. Et pourquoi encadrer le conseiller spécial, le conseiller parcours? Qu'est-ce que ces gens ont comme importance? Alors, dû aux personnes ou dû à leur qualification? Conseillère parcours, qualité? Il y a les deux, en fait. Il y a le côté, alors j'essaie de me souvenir, hein, il y a le côté aberration par rapport à ce qui est censé être la Constitution où seul le peuple, donc l'ensemble des individus est souverain, et la déviance ou la déviation vers la numérisation et le souverain numérique. Et il y a des personnes qui nous ont attiré l'attention, mais dont on n'a pas pu faire, faute de temps, des curriculum vitae, si tu veux. Mais des noms qui sont revenus de façon récurrente. En fait, c'est une forme de novlangue, surtout que quand vous dites conseiller spécial chargé de la démocratie en santé, comme si ça incluait qu'il n'y avait pas de démocratie tout court. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs, mais ce qui montre bien quand même qu'eux-mêmes, dans les termes, ils arrivent à se révéler et à faire tomber les masques par eux-mêmes. Voilà. On a la HFDS, le haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Oui. Aussi. Voilà. Alors, on en a dans tous les ministères. Éducation,
sport, enfin bon, je crois que c'est le D'accord. même maintenant. Euh, Des emplois et fictifs? comment? C'est des emplois fictifs? Non, c'est la militarisation en fait. Ah oui, oui, d'accord, oui. On est sur le volet militaire, hein. C'est la militarisation et ça n'a pu se faire qu'à partir du moment où on a instauré un mode de vie sécuritaire à 12 filets. C'est-à-dire que au fur et à mesure, à chaque élément majeur de type attentat, on inscrivait le Vigipirate, etc., etc. Et on n'en est jamais sorti depuis des décennies. Jamais, jamais, jamais. Si bien que quand il y a eu en 2015 la vague d'attentats, sous le grand intendant François Hollande, j'avais dû le dire, tous les établissements scolaires sont placés sous le même niveau de surveillance sécuritaire que les casernes militaires. Ce qui veut dire que quand j'étais en contact avec les gendarmes pour savoir si je pouvais intervenir en tant que lanceuse d'alerte au collège, au lycée de ma commune, alors que je déposais mes dossiers en tant que lanceuse d'alerte, le gendarme en face de moi me disait je vais être amenée à devoir vous récupérer dans l'enceinte de l'établissement et pas vous mettre en garde à vue, mais en tout cas, voilà, parce que je pénétrerai dans un établissement aussi sécuritaire qu'une caserne militaire. Et ça a été mis en place sous Hollande, avec cette vague de tristes attentats. Et donc, au fur et à mesure, à Dios-Filé, depuis 80, et même l'attentat rue des Rosiers, ce sont des commandes avec par-dessus des rituels molokistes, satanistes, tout ce que tu veux. Donc, chaque attentat ayant une correspondance bien définie. Donc oui, la HFDS se retrouve partout. On est véritablement dans un état sécuritaire plus. Alors, conclusion. Dossier de sommation à faire visant la requalification de la commission de l'OPEX, riche d'éléments indiscutables. Donc, vous avez travaillé sur les textes législatifs européens, les textes législatifs et administratifs français, les traités et conventions internationaux, le discours et le programme électoral d'Emmanuel Macron et quantité d'éléments connexes. Voilà, donc avec plus de 600 références, scindées en 2 tomes, pour un total de plus de 421 pages. Donc là, nous sommes en train de finaliser le tome 2 de la sommation à faire. Donc le tome 1, on l'a vu dans les autres épisodes. Et puis, ensuite... Ne soyez pas amnésiques, avant les injections, il y a eu les masques, les distanciations, les confinements, les tests RT-PCR, le gel hydroalcoolique, les commerces non essentiels et même, si le sujet de notre dossier est centré sur les produits commercialisés par les laboratoires Pfizer, Moderna en tête de liste, c'est l'ensemble des mesures prises depuis la déclaration de guerre sanitaire de la République française contre le peuple souverain de France qu'il vous faudra tôt ou tard investiguer. Autant vous préparer. Des cellules souches, des produits biotechnologiques dont les laboratoires gardent secret la composition, mais qui ont rectifié la liste du règlement européen sur les biens à double usage, 14 jours après la date butoir de l'obligation vaccinale des soignants et sapeurs-pompiers, entre autres. Donc, vous faites un petit peu un constat et une liste, lanceurs d'alerte, les chroniqueurs de plateaux de télé, en coulisses, ce qui se prépare, voilà. Et puis, ensuite, les rappels. Voilà, si tu veux peut-être rebondir là-dessus. Alors, t'en es au rappel là, Voilà, j'en suis, on va dire, à la dernière page, grosso modo. En langage militaire, on est en guerre sanitaire. Euh, il faudra bien que vous remettiez en question vos travaux parlementaires ainsi que les règlements et directives européennes. Des questions subsistent. Si l'on reprend l'analogie des hyménoptères, donc des abeilles, fourmis et guêpes prédatrices, de quelle reine êtes-vous les fécondants? Devant quelle couronne prêtez-vous allégeance? Celle de la ruche ou de la colonie? Ou celle de l'essaim? Quand allez-vous nous aider à sortir de ce guêpier et revenir dans le rang? Voilà.
Voilà, alors effectivement, et puis après, il y a une autre page annexe, c'est l'article 68 de la Constitution. Alors, dans cette conclusion-là, bien entendu, il y a des références hermétiques, hein, comme le bourdon, etc. Parce que le bourdon, c'est le bâton de pèlerin dans la religion chrétienne catholique. Donc, ceux qui vont à Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. Excusez-moi, je change de position sur mon canapé. Alors, quelle conclusion? Nous sommes en 2026. Il y a encore eu des lois qui sont passées fin 2025 qui ont fait beaucoup parler concernant à nouveau les vaccinations. On a les cheptels, les troupeaux qui sont décimés. Ce que vous avez eu à l'écran pendant plusieurs épisodes, ce sont des dossiers que l'on a fait remettre par l'huissier à notre député Jimmy Pain, qui est toujours en exercice. Jimmy Pain devait déposer ces éléments au bureau de l'Assemblée nationale. Le sénateur Joël Labbé, qui a eu ces éléments-là par voie huissier, devait déposer les éléments clés USB version imprimée au bureau du Sénat. Le conseil départemental de l'ordre des médecins de mon département devait partager tous ces éléments-là à leurs homologues conseils ordinaux, outre-mer inclus et transversales, donc dentistes, infirmiers, etc. Ça a été remis en gendarmerie et plus encore. Le constat est le suivant. La fameuse commission de l'OPESC n'a jamais été relancée, mais mon député, mon sénateur, mon conseil de l'ordre départemental de médecins ont eu nos éléments. Donc, la conclusion, c'est qu'en ont-ils fait? Et là, peut-être qu'il faudrait que vous, de l'autre côté, si vous voulez prendre le relais, eh bien, posez la question directement à Jimmy Pain, Joël Labbé, conseil départemental de l'ordre des médecins du Morbihan, pour savoir ce qu'ils en ont fait et savoir si leurs homologues ont été informés de ça. Ou est-ce qu'il y a eu entrave à l'exercice de lancement d'alerte conformément à la loi? Je rappelle que l'entrave d'un lancement d'alerte, c'est pris et c'est sanctionnable. C'est tout ce que je peux dire. Très bien. Donc on finit avec l'article 68, intéressant, entre la version en vigueur du 28 juillet 93 à février 24 février 2007, j'imagine, et version en vigueur à partir du 24 février 2007. Donc c'est beaucoup plus étayé et c'est aussi beaucoup plus complexe à mettre en place parce qu'il faut l'accord des deux présidents de chambre. Donc encore une fois, certains l'ont oublié, on ne peut pas destituer comme ça Macron et il faut que Larcher et Braun-Pivet soient aussi d'accord. Donc c'est pas demain la veille et il faut aussi l'accord de tant de députés, etc. En gros, même s'il tue quelqu'un au cours de son mandat, c'est même pas sûr qu'il puisse être destitué. Alors voilà. Sans aller jusque-là, Non, mais voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette législature en cours est le dernier relais de l'ensemble de la Ve République qui, je le rappelle, devrait être mise en nullité pour dégager, entre guillemets, tout ce qui est aux manettes. Je ne parle pas simplement de la personne qui loge à l'Élysée, mais c'est l'ensemble du système. Il faut mettre en nullité la Ve République. Et donc, ça, c'est l'effet domino, c'est-à-dire qu'aucun président de la Ve République n'a eu de réel pouvoir sur la nation France. Il y a usurpation, on n'a plus d'armoirie. Donc, si on veut mettre un terme à ce qui se passe, il ne faut pas se contenter de la destitution. Si c'est en plus de ça pour avoir Larcher en En fait, intérim, faut mettre fin à la République, quoi. il faut mettre fin à la République, mais plutôt que d'aller d'aller de l'avant dans un mur, bah, de temps en temps, il faut soit faire marche arrière, soit si la route est assez large, demi-tour. Il faut revenir avant. Donc c'est pour ça que nous, dans le devoir de tout dire et le droit de savoir, on a pointé du doigt le coup d'État de 1947.
Parce que là, ils ont tellement détricoté le système qu'on n'a quasiment aucun moyen de droit pour pouvoir contrer ça. Mais si on revient avant et qu'on dénonce la Ve République, là, on pourra agir. Bon, après, on est remonté bien plus loin avec la Révolution et même avant, mais si on veut casser le système, il faut revenir en arrière. Effacer la Ve République. Alors déjà, nous avons fini le tome 1 et le tome 2. Donc au prochain épisode, tu veux passer au dossier 0. Oui. Voilà, explique-nous en quelques mots avant de conclure, comme ça permettra aux auditeurs de se préparer pour le prochain épisode, épisode 7. Oui, alors le dossier 0, c'est un des chapitres du 3e tome des travaux de Jean-Pierre. C'est lui qui s'est chargé d'en faire la rédaction. Mais nous, depuis, on est en 2026, donc depuis 2020, on a constaté qu'il y avait un problème de militarisation et des failles et des biais par rapport à ce que nous connaissions de l'industrie pharmaceutique dans ce qui est dans les règles de l'art, dans le réglementaire, etc. Et courant 2021, on s'est rendu compte qu'il y avait ce fameux exercice illégal d'une profession qui a été la nôtre, qui est réglementé par le Code de santé publique, donc sous tutelle du ministère de la Santé. Et ce dossier 0, c'est ce qui a généré tout le reste. Et avec ce dossier 0, je vais pouvoir vous donner des éléments concrets, factuels, pour pouvoir mettre en place des actions intelligentes et protéger vos enfants dans l'enceinte des établissements scolaires contre l'intrusion du complexe militaro-industriel via le paravent de l'industrie pharmaceutique. Mais aussi faire en sorte que les enseignants puissent se protéger s'ils ne veulent pas jouer le bouc émissaire. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui a généré les 2500 pages de dossier, plus les milliers de posts que j'avais mis sur des cas. Voilà. Ben écoute, merci à toi Virginie, merci à tous de nous avoir suivis pour l'émission de ce soir, merci aux modérateurs et on vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à la prochaine fois pour l'épisode 7 consacré au dossier 0. Bonne soirée à tous, merci.